Le 14 juillet prochain sera le dernier grand défilé militaire Emmanuel Macron. Et pour l'occasion, les chiffres sont tout simplement inédits. 8500 participants, 6000 soldats à pied, 95 avions, 35 hélicoptères et même 193 chevaux parce que la tradition, elle, ne change pas. Ces chiffres n'ont jamais été aussi élevés dans l'histoire récente du défilé du 14 juillet. Et pourtant, la durée reste identique, 2 heures, de 10h à midi, sur les Champs-Élysées. Le général chargé d'orchestrer cet événement a lui-même reconnu qu'il avait fallu faire rentrer des chiffres extraordinaires dans une boîte qui, elle, ne grandit pas. Mais derrière la mise en scène, derrière les régiments qui défilent et les avions qui vrombissent dans le ciel de Paris, il y a un message politique d'une portée bien plus profonde. Un message que Macron veut graver dans les mémoires avant de quitter le pouvoir. Car voilà ce qu'il faut comprendre. Le quinquennat d'Emmanuel Macron s'achèvera avant juillet 2027. Une nouvelle élection présidentielle aura lieu. Ce 14 juillet 2025 est donc, pour lui, le dernier. Et chaque détail de ce défilé, chaque tableau choisi, chaque arme présentée, porte l'empreinte d'un héritage que le président cherche à léguer. Non pas seulement un héritage politique, mais un héritage stratégique. L'image d'une France plus forte, plus massive, plus innovante. Une France qui a réarmé. Une France qui tient tête à la menace venue de l'Est. Mais ce récit glorieux a une fissure. Et cette fissure remonte à 2017. Cette année-là, un homme a claqué la porte de l'Élysée avec fracas. Le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, a démissionné. Sa raison ? Il avait averti le jeune président fraîchement élu. Les armées françaises sont au bord de la rupture. Le modèle dit échantillonnaire, quelques régiments d'élite, quelques armements de pointe, mais sans profondeur ni masse, avait atteint ses limites. De Villiers avait vu le monde bouger. Il avait anticipé le retour des États-puissances, le retour de la force brute pour régler les conflits, là où le droit international avait prétendu régner. Il avait dit « Investissez maintenant, massivement, immédiatement ». Ce discours a été mal reçu. Un ministre du budget de l'époque, dont le nom est aujourd'hui associé à cet épisode, a ouvertement torpillé le général. Et Emmanuel Macron, plutôt que de soutenir son chef d'état-major, l'a lâché publiquement. De Villiers est parti, et l'armée française a continué, pendant des années encore, à être envoyée sur de nombreux théâtres d'opérations extérieures, à droite et à gauche, sans que les budgets ne suivent. On coupait régulièrement dans les crédits militaires, tout en maintenant le rythme des engagements. Le déficit entre les missions confiées à l'armée et les moyens qui lui étaient accordés s'est creusé, année après année. Si les décisions avaient été prises intelligemment dès 2017, si les investissements annoncés avaient été réellement engagés à ce moment-là, la France ne serait pas en train d'expliquer en 2026 qu'elle est en train de se réarmer. Elle serait déjà réarmée. Il y aurait déjà plus de casernes, plus d'hommes de troupes, plus de chars, plus d'avions. C'est un quinquennat entier de perdus. Voilà ce que reconnaissent aujourd'hui, sans détour, les experts et les militaires eux-mêmes. Le successeur du général de Villiers à la tête des armées, le général Fabien Magon, actuel chef d'état-major, a lui-même déclaré devant les sénateurs, lors des débats récents sur la loi de programmation militaire, qu'il existe un risque réel de décrochage de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Un risque de décrochage stratégique. Le mot est fort. Il vient du sommet de la hiérarchie militaire française. Et il dit tout. Alors, regardons les chiffres. Parce que les chiffres, ici, racontent une histoire à la fois encourageante et vertigineuse. Entre 2017 et 2027, le budget annuel consacré aux armées françaises aura doublé. En 2017, il s'établissait à un peu plus de 32 milliards d'euros. En 2027, il atteindra environ 63 milliards d'euros. C'est une réalité. C'est un effort considérable. Les militaires français sont les premiers à le reconnaître et à s'en féliciter. Mais voilà le vertige. En 2027, le budget militaire allemand, lui, atteindra environ 108 milliards d'euros, tout compris. 108 milliards contre 63 milliards. L'écart est massif. Et cet écart ne se réduit pas, il se creuse. Sauf que ce calcul brut ne dit pas tout. La France possède un atout que l'Allemagne n'a pas, la dissuasion nucléaire. Et cette dissuasion est en pleine transformation. Le 2 mars dernier, depuis l'île Longue, Emmanuel Macron a annoncé une décision historique. Augmenter le nombre de têtes nucléaires dans les arsenaux français pour mettre en place ce qu'il appelle la dissuasion élargie. Concrètement, cela signifie inviter une dizaine de capitales européennes à intégrer, à différents degrés, le parapluie nucléaire français. C'est une révolution doctrinale. C'est la France qui dit à ses partenaires européens « Notre bombe peut aussi être votre protection ».
Le budget consacré à cette dissuasion, rénovation des sous-marins nucléaires de nouvelle génération, modernisation des vecteurs, développement de nouvelles armes, représente environ 13% de l'effort annuel de crédit militaire, soit approximativement 7 à 8 milliards d'euros par an. C'est autant d'argent que l'Allemagne n'a pas eu à dépenser pour sa propre dissuasion nucléaire, puisqu'elle est protégée par le parapluie américain et concentre ses dépenses sur sa défense conventionnelle. Donc l'écart réel, une fois ce facteur pris en compte, est moins écrasant qu'il n'y paraît. Mais il reste considérable. Et l'argent seul ne règle pas tout. Il y a aussi les hommes et les femmes. Et là, la France dispose d'un avantage que les chiffres ne capturent pas facilement. L'armée française est une armée aguerrie. Elle a combattu. Elle a perdu des hommes au combat. Elle sait ce qu'est la guerre réelle, pas la guerre théorique. Des soldats qui ont servi sur des théâtres d'opérations extérieures pendant des années ont sédimenté une expérience, des réflexes, une culture du combat que l'argent ne peut pas acheter du jour au lendemain. L'armée allemande, en revanche, fait face à un problème structurel profond. Elle peine à recruter, elle peine à fidéliser ses soldats. Et elle n'a pas connu le feu depuis des décennies. Ce n'est pas un détail. C'est peut-être la différence la plus décisive de toutes. Ce contexte explique pourquoi, aujourd'hui, une véritable course au leadership stratégique en Europe est engagée entre trois capitales. La France, historiquement la première puissance militaire du continent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, qui investit massivement et cherche à reconquérir une influence qu'elle avait volontairement mise en veille depuis des décennies. Et la Pologne, dont l'effort de réarmement est proprement stupéfiant. 5% du produit intérieur brut consacré à la défense. 5%. C'est un niveau que peu de nations occidentales ont atteint. Varsovie a clairement l'intention de tailler des croupières au leadership allemand en Europe de l'Est, et peut-être au-delà. C'est dans ce contexte que le Parlement français vient d'adopter, le 1er juillet dernier, il y a quelques jours à peine, l'actualisation de la loi de programmation militaire. Cette loi cadre, votée initialement en 2023 pour couvrir la période 2024 à 2030, vient d'être révisée et renforcée. Elle consacrera entre aujourd'hui et 2030 36 milliards d'euros supplémentaires pour la remontée en puissance des armées françaises. 36 milliards, c'est considérable et c'est urgent. Pourquoi urgent ? Parce que si les armées françaises devaient être engagées demain matin face à une menace à l'Est, dans une mission de dissuasion, voire davantage, il manquait encore un certain nombre d'outils essentiels, des briques fondamentales que l'armée est en train de récupérer en mode d'urgence. La première priorité, c'est la reconstruction des structures abandonnées à la fin de la guerre froide. Concrètement, la reconstitution d'une véritable division de combat, la réactivation d'un corps d'armée avec son état-major, basé à Lille. Ces structures permettent de déployer sur le terrain une division qui serait l'un des éléments avancés d'une force européenne de coalition, commandée par un état-major de type corps européen que la France pourrait fournir. C'est un changement de paradigme complet. On passe d'une armée pensée pour des interventions extérieures légères à une armée pensée pour un affrontement de haute intensité en Europe. Derrière ces structures, il faut des équipements. Et là, les priorités sont claires, dictées par ce que l'on observe en Ukraine depuis plus de 3 ans. La guerre en Ukraine a fonctionné comme un laboratoire brutal et réel de ce que serait un conflit de haute intensité en Europe. Deux armées, à peu près à parité, parce que l'armée ukrainienne bénéficie du soutien européen et occidental, qui s'affrontent dans une guerre de feu, de drones, de missiles, de défense anti-aérienne. Premier enseignement, il faut des feux dans la profondeur, c'est-à-dire la capacité de frapper l'ennemi beaucoup plus loin qu'auparavant, parce que le champ de bataille est devenu transparent. Chaque adversaire éloigne ses positions cruciales de la ligne de front. Il faut donc aller chercher les points vitaux de l'ennemi à des distances qui étaient inimaginables il y a 20 ans. Deuxième enseignement, il faut une défense anti-aérienne performante et en quantité. Et là, la France dispose d'un système remarquable, les missiles SAMPT, des batteries anti-aériennes construites dans un partenariat franco-italien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent des Patriots américains dont on parle beaucoup, mais en mieux. Ces systèmes fonctionnent supérieurement aux Patriots américains. Preuve qu'il n'est pas nécessaire d'acheter américain pour accéder à la haute technologie. Les 36 milliards vont permettre de multiplier ces batteries. Mais la défense anti-aérienne ne s'arrête pas là. On descend dans l'échelle jusqu'au canon anti-aérien, une arme d'une autre époque pourrait-on croire, mais qui prouve leur efficacité redoutable face à une pluie de drones. Ces petits engins, peu coûteux, volant relativement lentement, capables de causer des dégâts considérables. Le retour des canons anti-aériens, c'est l'un des paradoxes fascinants de la guerre moderne. Troisième priorité, le Rafale au standard F5.
Le Rafale est l'avion de combat multirôle français, bardé d'électronique de pointe et d'armements sophistiqués. Mais comme tout système militaire, il doit être régulièrement mis à niveau pour rester compétitif face à des adversaires qui, eux aussi, progressent. Le standard F5, actuellement en développement chez Dassault Aviation, le fabricant de l'appareil, prévoit notamment un moteur beaucoup plus puissant, permettant à l'avion d'aller plus loin et d'emporter des charges utiles plus importantes. C'est stratégique à deux titres. D'abord pour la défense nationale, ensuite pour l'exportation. À la fin de l'automne, on attend de bonnes nouvelles concernant un contrat colossal portant sur 114 Rafales destinés à l'Inde. Les négociations sont entrées dans leur phase définitive. Et cette accélération du programme Rafale F5 est aussi une réponse directe à un échec retentissant, l'effondrement du programme franco-allemand SCAF. Ce programme, voulu par Emmanuel Macron comme le symbole vivant de l'Europe de la défense, devait produire un système de combat aérien du futur, un avion de nouvelle génération accompagné de drones autonomes, d'un cloud de combat sécurisé, d'une architecture numérique intégrée. Le pilier en aurait été l'axe franco-allemand. Mais il y a quelques semaines, l'Allemagne a décidé de se retirer définitivement du programme. La raison est à la fois simple et révélatrice. Dassault Aviation est le seul industriel en Europe capable de concevoir et de produire un avion de combat moderne de A à Z. Airbus Defence and Space, sous la coupe allemande, voulait récupérer une part considérable du programme, ce qui aurait impliqué que Dassault transfère gratuitement un savoir-faire technologique de très haute valeur. Il n'y avait aucune raison de le faire. Le système s'est effondré. Et la loi de programmation militaire révisée accélère maintenant l'arrivée du Rafale F5 pour compenser. Tout cela se déroule dans un contexte géopolitique précis, que l'on ne peut pas dissocier du défilé du 14 juillet. Depuis environ février 2024, Emmanuel Macron a durci sa posture vis-à-vis de l'Est de manière significative. Il a pris l'initiative, sur la scène européenne, de proposer le déploiement d'une force d'interposition entre les Ukrainiens et les Russes en cas de cessez-le-feu, première étape d'un plan de paix. Et il a progressivement imposé deux mantras stratégiques, le soutien à l'Ukraine et la menace russe comme réalité à prendre au sérieux. Un point d'orgue dans cette évolution, le 13 juillet de l'année dernière, soit quasiment à la même date que celle où nous nous situons aujourd'hui, le général Thierry Burkhardt, alors chef d'état-major les armées, donnait une conférence de presse qui devait être en quelque sorte ses adieux, puisqu'il allait quitter ses fonctions. Et lors de cette conférence, il a officiellement endossé la menace russe telle que l'Élysée la brandissait. Ce geste a transformé ce qui était une manœuvre politique en véritable mantra stratégique officiel des armées françaises. Quand le chef d'état-major parle, ce n'est plus de la communication présidentielle, c'est de la doctrine militaire. Ces deux lignes rouges, soutien à l'Ukraine, dissuasion face à la Russie, sont d'ailleurs partagées par les principaux partenaires européens de la France. Le chancelier Friedrich Merz en Allemagne, et jusqu'à il y a quelques jours, Keir Starmer en Grande-Bretagne. Ces trois capitales ont fait front commun autour de ces principes. Et pourtant, pendant que Paris prépare ce défilé de puissance, des signaux contradictoires arrivent de l'Est. Ce matin même, un correspondant basé en Russie publiait dans un grand quotidien français une analyse détaillée sur la fatigue de guerre qui s'installe en Russie. Une fatigue profonde, sociale, économique. La Russie ralentit fortement en Ukraine. Ce n'est plus un secret pour personne dans les capitales occidentales. Mais pour l'exécutif français et pour ses partenaires, cela ne change pas le calcul stratégique. La menace ne disparaît pas parce qu'un adversaire est fatigué. Elle se déplace, elle se transforme. Et si le Kremlin décidait de renouveler son test stratégique ailleurs qu'en Ukraine, la France doit être en mesure de répondre. C'est précisément ce message que le défilé du 14 juillet est censé incarner. Pas seulement une parade, un signal, un message à Moscou, à Varsovie, à Berlin, à Washington. La France est là, la France est forte, la France est prête. Mais voilà la question qui reste en suspens et qui mérite d'être posée sans détour. Est-ce que cette armée est réellement prête ou est-ce encore un vœu pieux? Les sénateurs, lors du débat sur la loi de programmation militaire, avaient voulu aller plus loin. Ils avaient proposé d'ajouter 14 milliards supplémentaires aux 36 milliards déjà prévus. 14 milliards pour combler les manques sur lesquels tous les experts militaires sont d'accord. Plus d'avions, plus de régiments, plus de frégates. Cette demande a été rejetée. Ces 14 milliards n'ont pas été accordés. Il faudra attendre encore. Alors oui, le budget militaire français aura doublé en 10 ans. Oui, des structures ont été reconstruites. Oui, des équipements sont en commande. Oui, la France a une armée aguerrie, une dissuasion nucléaire en cours de modernisation et des soldats qui savent ce qu'est la guerre.
Tout cela est réel, tout cela est important, et il serait injuste de le nier. Mais il y a aussi ce quinquennat perdu. Ces années entre 2017 et 2022 où les avertissements ont été ignorés, où les budgets ont été coupés, où un général visionnaire a été sacrifié sur l'autel de la rigueur budgétaire. Ces années où l'armée continuait d'être déployée sans que les moyens ne suivent. Le rattrapage est en cours. Mais un rattrapage reste un rattrapage. On ne récupère pas en quelques années ce qu'on a laissé se dégrader pendant une décennie. Et c'est peut-être là la vérité la plus inconfortable de ce 14 juillet. Le défilé montrera une armée en transformation, une armée qui monte en puissance, une armée dont les soldats méritent toute l'admiration et la reconnaissance. Mais derrière la magnificence du spectacle sur les Champs-Élysées, derrière les 95 avions qui traverseront le ciel de Paris, derrière les 6000 soldats qui défileront au pas, il y a un travail inachevé. Des casernes qui manquent encore, des régiments qui ne sont pas encore constitués, des frégates qui ne sont pas encore commandées. On peut se demander, et c'est une question que beaucoup de Français se posent sans forcément le formuler, si l'héritage militaire que Macron veut léguer est à la hauteur des circonstances que le monde lui a imposées, ou s'il est à la hauteur des circonstances qu'il aurait pu anticiper et prévenir. La différence entre les deux n'est pas mince, elle se mesure en années, en milliards, et peut-être, dans un monde qui a changé, en quelque chose de bien plus précieux encore.